Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour Transition, l'émission de la Fondation Farm consacrée à l'agriculture dans le monde. Et cet épisode 6 qui célèbre notre entrée dans le printemps avec ce thème textile, beauté, santé, quand l'agriculture sort de nos assiettes. Au sommaire de cette émission, dans une première partie avec nos invités, nous présenterons ces productions agricoles issues du vivant, leur marché en France et dans le monde et l'intérêt qu'elles représentent pour les entreprises. Ensuite, nous parlerons du stade de la production et de ses enjeux face au changement climatique et à la recherche d'une plus grande durabilité sociale, environnementale mais aussi économique. Enfin, avec nos experts, nous explorerons des pistes, des solutions pour produire et transformer mieux, quels sont les engagements des entreprises et ceux des consommateurs. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir en plateau nos trois invités d'aujourd'hui. Andréane Lemieux d'abord, bonjour. Tu es professeure et directrice du développement durable à l'Institut français de la mode et aussi titulaire de la chaire durabilité financée par le groupe Kering. Et tu t'investis dans une transformation qui est essentielle pour l'industrie de la mode et du luxe, c'est celle de la durabilité. Avec nous aussi, je suis ravi de t'accueillir Aweya Mohamed, tu es entrepreneur, cofondatrice d'Afrobyte et de Colors. Ton métier, c'est de tisser des liens entre l'Europe et l'Afrique autour de l'innovation, mais aussi du patrimoine naturel et agricole africain. Et enfin, Sébastien, bonjour. Sébastien Aubert, tu es agriculteur installé depuis bientôt 10 ans à Flassan, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Et tu produis notamment des cosmétiques naturels et issus de l'agriculture biologique sous la marque que tu as fondée, Oliflora, dont tu nous parleras tout à l'heure. Je vous rappelle toutes et tous qui nous suivez, d'abord merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. L'équipe de la Fondation Farm tentera d'y répondre. Alors pour introduire nos débats, je vous propose de partir avec notre très cher Stéphane Possidalo pour un tour du monde du sujet en 80 secondes chrono. Les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs jouent un rôle primordial dans notre quotidien, et pas seulement pour nous nourrir. De l'habillement à la beauté, en passant par la santé ou l'industrie, l'agriculture est la première étape de nombreux produits de consommation. Saviez-vous que près de 25% de fibres textiles mondiales proviennent de cultures agricoles? Ces fibres naturelles, telles que le coton, le lin et la laine, sont essentielles à l'industrie de la mode, représentant un marché mondial de plusieurs milliards de dollars et des centaines de millions d'emplois. Autre chiffre significatif, plus de 70% des ingrédients actifs dans les produits de beauté sont d'origine végétale. Ces contributions majeures sont possibles grâce au rôle déterminant des agricultures, notamment dans les pays du Sud, où des filières comme le karité ou l'argan connaissent aujourd'hui un très fort développement. La question des modes de production, de l'approvisionnement des industries et du partage de la valeur sont au cœur de ces filières. Néanmoins, une interrogation se pose. Comment l'exploitation des ressources agricoles, pour des secteurs comme la mode, la beauté et la santé, peut-elle contribuer à créer des opportunités économiques pour les producteurs tout en préservant les ressources et en renforçant la coopération Sud-Nord? Et un grand merci à Stéphane pour ce sujet. Alors pour commencer cette première partie, une question très simple pour toi, Aweya Mohamed. Quand on dit ingrédients biosourcés pour la santé ou la cosmétique, de quoi est-ce qu'on parle en fait? Contrairement on va dire, aux pétrosourcés, quand on dit biosourcés, on parle de substances qui proviennent de matières vivantes. Donc là, des choses qui proviennent de la nature tout simplement, donc les plantes, les arbres, les fruits, et qu'on utilise comme matière première. Donc évidemment, le secteur de la beauté en est très friand. Donc voilà, quand on parle de biosourcés, on parle du vivant. Et on en a dans tous les produits qu'on consomme au quotidien. La majorité, oui, absolument. On est tous habillés aujourd'hui avec des produits qui sont issus du vivant. Sans le savoir, absolument. Ouais. Et même dans la santé, puisqu'aujourd'hui c'est 50% des petites molécules qui sont mises sur le marché pour le traitement des cancers, des médicaments qui sont les plus efficaces pour soigner la grippe ou le paludisme, eh bien, elles sont encore extraites des plantes qu'on utilise dans notre environnement. Alors je voudrais qu'on prenne quelques exemples pour que celles et ceux qui nous suivent comprennent un petit peu de quoi il s'agit. On pense peut-être au pavot pour la morphine, aux betteraves qui fait du sucre, mais qui fait aussi le gel hydroalcoolique qu'on a utilisé pendant le Covid et qu'on continue encore aujourd'hui. Alors on va prendre quelques exemples. Tout d'abord avec toi, Sébastien, parce qu'à côté du raisin de table que tu produis dans l'exploitation familiale, tu fais aussi des huiles essentielles qui ont d'ailleurs connu un boom assez phénoménal ces dernières années, un vrai boom, on le voit sur ce graphique.
par exemple, hein, sur cette infographie, on voit que l'amande, ça peut rapporter gros. En termes d'huile essentielle, en tout cas, ça représente un marché de plus d'1 milliard d'euros en termes de valeur. Sébastien, chez toi dans le sud-est de la France, tu cultives une autre plante aromatique, hein, pas la menthe, enfin les menthes, mais tu vas nous en parler. Hein. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette culture en particulier? Qu'est-ce qui t'a aussi amené à créer cette marque Oliflora? Alors je me suis intéressé dans le cadre de ma diversification aux huiles essentielles pour élargir mes productions et changer un peu de la monoculture, sortir de la monoculture. Et je me suis j'ai trouvé l'Immortel qui a énormément de propriétés pour la peau, qui a la capacité d'apporter de bonnes choses à ses utilisateurs. Et j'ai eu la volonté de la cultiver pour apporter le meilleur aux utilisateurs, en la cultivant en bio et en la distillant moi-même pour tenir toute la chaîne de production et ainsi faire le meilleur produit possible. Alors on les voit sur les images à l'écran, ces fleurs jaunes qu'on peut retrouver au pied du Mont Ventoux, on le voit en haut sur l'écran, donc c'est des très belles images, mais c'est aussi une belle histoire. Quand est-ce que tu as commencé vraiment à t'intéresser ou à cultiver même l'Oliflora? Ça remonte à combien de temps? J'ai planté les premiers plants d'Immortel en 2018, un peu de temps après mon installation en tant qu'agriculteur. Donc les premiers plants ont été plantés en 2018 et j'ai créé la distillerie en 2019 pour pouvoir extraire la première récolte et avoir toute la chaîne de production en main d'entrée, ne pas avoir à faire appel à des tiers. Là on voit la distillerie à l'écran. Voilà. Et cette marque Oliflora, elle date de quand? Alors elle est apparue à la genèse du projet de plantation. J'ai toujours eu la volonté d'être proche des clients, de proposer mes produits en direct. J'ai créé un site internet pour faire une vente à la ferme moderne, entre guillemets, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes sans forcément qu'ils aient à se déplacer jusqu'à la ferme. Donc j'ai créé Oliflora en 2020. Et c'est aussi une belle histoire familiale. Je crois que tu n'es pas seul sur l'exploitation. Exactement, c'est une exploitation familiale où on est à plus de 8 générations d'agriculteurs. 8e génération, mais la première à faire de l'huile essentielle d'Immortel. Mais je suis le premier à faire de l'huile essentielle d'Immortel, exactement. Donc, on a un agriculteur qui est très innovant. Donc là, on était en France et en Provence d'ailleurs. Mais il y a d'autres productions de notre quotidien qui sont cultivées bien loin de chez nous. Je pense au coton, par exemple. D'ailleurs, le coton, on l'oublie souvent, mais l'Inde et la Chine, on le voit sur l'infographie qui passe à l'écran en ce moment. Ce sont les deux premiers pays producteurs, et même de très très loin, devant les États-Unis, le Brésil ou le Pakistan. Autre secteur clé, on va en parler avec toi, Andréane, c'est celui du cuir et des peaux. Là encore, c'est la Chine qui bat loin devant sur le peloton avec près de 600 millions de mètres carrés. Je ne sais pas combien ça fait en terrain de football ou en terrain d'athlétisme, en piste d'athlétisme, mais 600 millions de mètres carrés produits en 2019 devant le Brésil. Donc on le voit, les pays du Sud sont quand même des fournisseurs extrêmement importants de ces matières premières qu'on consomme au quotidien. Ils sont même essentiels. Et donc ça, ces problématiques, elles sont vraiment au cœur de l'industrie de la mode. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que ce qu'on va appeler le tiers 4, vraiment l'amont et la production de matières premières, c'est malheureusement aujourd'hui la partie la moins tracée de toute la chaîne, mais qui est finalement, dès lors où on fait des analyses de cycle de vie, c'est la partie la plus impactante d'un point de vue environnemental. Et je rebondis sur le sujet du cuir. Il faut avoir en tête aussi que le cuir, c'est un coproduit d'une autre filière, en fait. Et là, j'ai un exemple qui nous avait fait prendre du recul sur le sujet pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, beaucoup mangeaient de la viande. Il y a eu, on était à la maison, je pense qu'il y en a qui ont fait des barbecues. Voilà, donc on continuait à manger de la viande. Et donc, les abattoirs fonctionnaient. Mais les tanneries étaient fermées, on était en toutes les confinement, peaux, en fait, et donc les peaux s'accumulaient dans les abattoirs et on a dû réouvrir des tanneries en France pour évacuer les peaux des abattoirs parce que il y avait, la putréfaction commençait à s'opérer. Donc, c'est ce lien on voit bien qui est très fort. Tant qu'on va manger de la viande, à quelque part, on va avoir du cuir. Bien sûr.
Donc il y a un lien très fort finalement entre les vêtements qu'on peut porter ou ce qu'on utilise au quotidien et l'agriculture, enfin l'agroalimentaire. Donc il y a Absolument. une vraie vision très, très cyclique. J'imagine qu'au moment du Covid, avec ces pots qui s'accumulent, ça a aussi eu des conséquences en termes de prix, peut-être aussi, de marchés qui ont été un peu bousculés. Ben, là, c'était tout le marché dans son ensemble qui était bousculé pendant le Covid, donc au niveau commercial, mais toute la structure de la supply chain qui est finalement assez complexe, dépendamment des filières. On parlait du coton avec les pays du Sud très importants. Sur le lin, on est plutôt sur une production française. Enfin, il faut avoir en tête que le 80% de la production mondiale se situe entre Caen et Amsterdam. Donc, ça, on l'oublie souvent sur la partie culture de la matière première sur le lin. Ça se passe ici chez nous. Donc, en fait, cette complexité mondiale qui s'opère depuis quelques décennies maintenant est très complexe et évidemment, des situations comme le Covid ont perturbé l'ensemble de la chaîne. Bien sûr, en fait, on voit quand même une très forte croissance de ces produits qu'on trouve beaucoup dans les pays du Sud, mais tu as mentionné le cas du lin dans le nord de la France, par exemple, des produits en pleine croissance, des consommateurs qui sont aussi en quête de naturalité. À Weya, tu me disais en préparant cette émission que sécuriser les approvisionnements en ingrédients naturels était quelque chose de clé pour les entreprises, pour répondre à ce besoin de naturalité, justement. Évidemment, aujourd'hui, les entreprises se doivent de répondre tout simplement à la demande croissante des consommateurs qui veulent plus de transparence. Donc évidemment, les entreprises aujourd'hui sont attentives, on va dire, à l'origine de leurs ingrédients et puis aussi à l'impact environnemental en fait, de leur chaîne d'approvisionnement. Et là, récemment, on a fait un petit focus lors d'un de nos événements avec Yves Saint Laurent Beauté, qui nous a parlé d'un de leurs projets qui est très intéressant parce qu'ils soutiennent aussi évidemment leur processus d'approvisionnement et ils participent aussi à la vie économique de l'endroit où ils sont actifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de leur initiative qui s'appelle les Jardins de l'Ourika, pas très loin de Marrakech, voilà, au Maroc. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir bénéficier de ce qui pousse, on va dire, en temps réel, de respecter aussi la saisonnalité, parce que ça c'est important, et de pouvoir tout simplement intégrer ces ingrédients dans leurs produits. Donc, et puis tout en autonomisant aussi les cultivatrices qui sont là, qui le forment, et ça a aussi un impact sur toute la région, tout l'écosystème économique. Et donc les marques aujourd'hui ont aussi envie d'aller un peu plus loin que de s'intéresser simplement à l'origine de l'ingrédient. Ils soutiennent aussi les premiers maillons de la chaîne dont tu parles, qui n'est pas souvent connu, qui est souvent loin du donneur d'ordre, mais qui est super important. Ouais, ça on va en reparler parce que ça me semble très important. On a commencé à parler traçabilité, aller chercher un peu plus loin sur la chaîne. On a la chance en plus avec Sébastien d'avoir finalement une filière que tu contrôles quasiment à 99%, en tout cas en termes de débouchés, mais tu nous raconteras ça un petit peu plus tard. Et je voudrais juste que les gens qui nous regardent aient bien en tête que si on prend un groupe comme LVMH, donc qui produit des cosmétiques, c'est 80-90% de l'approvisionnement en produits biosourcés pour leur production. Donc s'il y a des ruptures, s'il y a des problèmes, le changement climatique, etc. Et sur des produits, sur des productions agricoles qui sont parfois très loin de ce qu'on a dans notre périmètre franco-français. Donc là, on commence à approcher la question de la durabilité. Vous savez que c'est un sujet cher pour Transition. Ça s'appelle Transition, c'est pas pour rien. La durabilité dans tout ça, qu'est-ce que ça représente aussi pour les entreprises? Andréane, toi tu es avec l'Institut français de la mode en tant qu'aussi directrice en charge du développement durable et de cette chaire aussi sur la durabilité avec le groupe Kering au contact des grands, des petits, des moyens, parce que c'est un univers très complexe la mode, mais on parle de plus en plus de mode durable. Alors là, je me tourne vers la professeure pour essayer de nous dire qu'est-ce que c'est la mode durable? Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est de l'impact washing comme on en parle de plus en plus? Et surtout, depuis quand ce sujet a fait l'apparition dans le débat public? Bon, ça s'accélère évidemment et on en parle de plus en plus et tant mieux parce que faut sensibiliser, il faut sensibiliser le grand public. Après, le sujet de la définition est aussi en débat aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une proposition de loi autour de la fast fashion. La définition, enfin, tout va se passer aussi dans les décrets de définir qu'est-ce que c'est la fast fashion. Mais si tu me poses la question, la mode durable, en tout cas pour moi, est ce que j'essaie de partager avec mes étudiants, c'est une mode qui à la fois est à faible impact environnemental, c'est le regard sur l'ensemble de son cycle de vie depuis l'agriculteur, si on pense à une filière coton, mais jusqu'à la fin de vie. Et c'est une mode qui prend en compte l'humain,
parce que, et c'est ce qu'on voit encore une fois, sur l'ensemble du cycle de vie, en fait, on a une humanité très très forte, un impact social dans la mode, encore beaucoup d'opérations manuelles depuis le champ, mais jusqu'au tri des déchets post-consommateurs. Donc, et tout ça doit quelque part être viable économiquement aussi, parce que de faire une mode à faible impact, mais qui a un coût complètement exorbitant, ça fait aucun sens. Et donc, ça doit aussi être une mode qui redonne, quand je parle l'humain, donc qui prend en compte ces acteurs tout au long de la chaîne. Donc, aujourd'hui, donc tu me parlais d'acteurs, évidemment, il y a une diversité d'acteurs, que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de typologie de produits. Alors moi, peut-être que je ne ferais pas mon travail si je n'avais pas cette vision plutôt positive. Après, je suis scientifique, hein, je reste très rationnelle sur le sujet. Mais c'est vrai que dans tous les types d'acteurs, aujourd'hui, on croise quand même je ne veux pas trop te parler dans le anglicisme, mais des change makers, en fait, des contributeurs, des acteurs du changement, des innovateurs, des engagements, des marques qui portent des vraies valeurs. Et malheureusement, oui, il y a du greenwashing, mais il y a aussi du vrai impact qui est investi au sein de l'ensemble de l'industrie. Alors évidemment, il reste encore beaucoup à faire parce qu'on parle encore aujourd'hui, c'est pour juste donner quelques chiffres clés là, pour qu'on se rende compte. 130 milliards, enfin c'est entre 100 et 150 milliards les estimations, et encore la fourchette est très grande, de produits, de vêtements produits à chaque année. C'est 130 milliards de vêtements produits chaque année. Ouais. Et si on regarde en termes de déchets, parce que là, il faut imaginer, je parlais du tiers 4, là, de nos ressources et de l'impact très fort, mais aujourd'hui, si on regarde la fin de vie de ce qui est jeté de ça, on estime à 92 millions de tonnes de déchets textiles collectés chaque année. Et donc, dans les déchets textiles, il y a à la fois des matières organiques, mais il y a aussi des matières synthétiques. Bah oui, il y a de tout. Donc, ça, on pourra en reparler en termes de sujet du déchet, mais c'est pour dire que, voilà, quand je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment, on produit beaucoup trop et on ne l'utilise pas assez quand on considère que tout ce qu'on prend de notre capital naturel au départ. Bien sûr. Bon, c'est très intéressant de replacer le secteur agricole qui nous intéresse à FARM dans cette industrie et dans ce cycle Absolument. Aussi qui est très important. Donc là, on a commencé à voir dans cette première partie ce que sont les matériaux biosourcés, d'où est-ce qu'ils viennent, beaucoup du Sud, hein, quand même, des pays du Sud et des producteurs. On va rentrer un peu plus dans la question de l'impact, notamment au stade de la production, mais aussi un petit peu plus largement. Et pour lancer cette deuxième partie, je vous propose de nous rendre dans l'un des points chauds de la planète qui possède une biodiversité immense, absolument magnifique, mais qui est aussi une des zones les plus menacées par l'activité humaine, enfin une biodiversité qui est menacée par cette activité humaine, c'est le cas de l'Éthiopie. On va aller en Éthiopie pour écouter Feven Tsehaye qui a lancé un projet dénommé Chaka Origins, qui est la première entreprise éthiopienne spécialisée justement dans ces ingrédients naturels qui se concentrent sur les huiles essentielles, les huiles grasses aussi notamment, qui proviennent de plantes comme la cardamone, le basilic sacré, la citronnelle, l'huile de nigel, j'en ai découvert beaucoup. Hein. C'est cette jeune entrepreneuse qu'on va écouter dans quelques instants, elle a réussi un pari qui était assez audacieux, même très audacieux, grâce à un modèle d'approvisionnement durable réalisé en partenariat avec des agricultrices qui pratiquent l'agroforesterie, on en reparlera, dans des réserves de biosphère qui ont été reconnues par l'UNESCO. Je vous propose de l'écouter. Including myself, and we are working with around 500 smallholder farmers that are mostly women, but we've actually trained more than that. So we have trained almost 1,800 smallholder farmers that are at least 50% female and mostly youth. And we did this work together with the Nature and Biodiversity Conservation Union. It's an NGO called NABU in Ethiopia. So they work in the biosphere reserves to provide seedlings and agroforestry, as well as to make sure that there's capacity building for the network of small farmers that are our suppliers. So what we did is we wanted to make sure that farmers understand the value of agroforestry production
And so what this means is instead of only depending on cash crops such as coffee, within the forest areas, a lot of indigenous plants that grow nicely under shade trees, and these include herbs and spices, we want them to focus on making that available. So that's why agroforestry makes sense for them, because outside of the coffee season, they can still earn an income. Most of the herbs and spices you can harvest up to 3-4 times a year. And so that means when there's no one buying coffee, someone else is buying the herbs and spices. Dans ce cours sonore, on a déjà une bonne idée des sujets que vous allez devoir traiter dans les 15 prochaines minutes, hein, à la fois la question de la durabilité environnementale, mais aussi surtout sociale et économique, la question du revenu pour les producteurs, et puis cette méthode de production qui est l'agroforesterie, qui permet d'avoir plusieurs types de revenus à différentes époques de l'année. Alors justement, avant de rentrer là-dedans, je voudrais te redonner la parole, Sébastien, sur la production d'huile essentielle. Toi, tu vas du champ jusqu'à la distillerie. Tu me disais que le choix de l'immortelle, c'était aussi un choix stratégique. Avant cette émission, tu me disais que tu en voyais un petit peu autour avant de la faire, mais c'est un choix stratégique parce que c'est une plante qui est résistante, qu'on trouve, c'est une plante méditerranéenne. C'est une plante qui est totalement adaptée au climat méditerranéen. On la retrouve sur tout le pourtour méditerranéen. Elle a quand même la capacité de résister de manière d'être assez résiliente face à la sécheresse et face aux fortes températures. Donc ça permet d'avoir une plante qui s'adapte quand même dans un climat qui devient de plus en plus sec et avec des plus fortes températures l'été. C'est une culture irriguée ou... Alors j'ai fait le choix de ne pas l'irriguer, c'est aussi ce qui a conduit mon choix dans la culture de l'immortelle, qui a confirmé ma volonté d'en produire plutôt, c'est que j'arrive à la conduire sans irrigation, donc sans puiser dans les réserves d'eau locales qui sont très ténues. Et donc voilà. Et cette culture sur ton... Parce que je me souviens bien, donc tu as du raisin, de la cerise, donc du raisin de table, hein, de la cerise. Où est-ce que vous la pratiquez avec ton père, cette culture d'immortel? Est-ce que c'est sur des terres qui seraient peut-être pas faciles à mettre en valeur? Alors exactement, ce sont surtout sur... j'ai positionné l'immortel sur des terres qui sont très pauvres en matière organique, voilà, qui sont très pauvres. Donc qui ne seraient pas très à même d'accueillir de la vigne, bien qu'on pourrait le faire avec l'irrigation. Mais voilà, donc c'était un choix aussi de positionner cette culture sur des parcelles les plus appropriées au sein de l'exploitation. Donc ça te permet de mettre en valeur des terres qui n'auraient pas pu l'être, donc dégager des revenus, on va en parler juste après. Tu nous disais aussi que l'immortel, ça aime bien l'altitude. Vous êtes sur les pentes du Mont Ventoux. Oui, donc j'ai une parcelle qui est à 1000 mètres d'altitude, en plein cœur du massif du Mont Ventoux. C'était des parcelles qui étaient à l'époque utilisées pour le pastoralisme. Et qui ont peu à peu été plus ou moins abandonnés avec la chute du pastoralisme en Provence. Donc cette parcelle est familiale et donc j'ai eu la volonté de la remettre en culture et à travers ça j'ai cultivé l'immortelle qui s'y adapte extrêmement bien, qui aime le côté un peu plus frais de l'altitude. Alors je me demande aussi, parce qu'on a vu des images tout à l'heure avec plein de mécanisation, c'est lourd comme investissement pour se mettre à produire et puis à distiller aussi. On a tous, j'imagine, un peu en tête cette idée du petit chimiste avec ses tubes à essai, mais ça représente... Alors oui, ça représente de gros investissements, ça représente aussi c'est une nouvelle approche de l'agriculture pour moi qui suis issu de la culture de la vigne. Donc il a fallu que j'apprenne à cultiver cette nouvelle plante. Il a fallu surtout l'apprendre à la distiller et à la distiller de la meilleure manière pour extraire le meilleur de l'huile essentielle, pour ne pas la dégrader, parce que c'est surtout à la distillation où s'opère à l'extraction par la distillation où on peut abîmer le plus la plante. Donc il a fallu apprendre et construire les bons outils pour faire une bonne huile essentielle qui est déterminante dans la qualité derrière. Donc là, beaucoup de techniques aussi en termes de production. Donc ces filières biosourcées, on a parlé d'autres huiles essentielles, mais elles ont connu un vrai boom. Peut-être qu'on se souvient de l'argan il y a quelques années, du karité aussi. L'argan, une plante qu'on trouve au sud du Maroc, sur les arbres, avec ces fameuses chèvres qu'on voyait grimper sur nos cartes postales, enfin sur les arbres qu'on voyait sur les cartes postales. L'argan qui est un vrai chouchou de la cosmétique, comme d'autres productions. Ouais, je pense notamment au karité, mais pour autant il y a eu aussi beaucoup d'impacts parfois négatifs autour de l'argan ou peut-être aussi du karité. Elles sont un peu victimes
de leur succès avec un risque aussi de surexploitation? Exactement, le fait que la demande soit énorme et croissante, hein, du coup ça met énormément de pression sur, voilà, sur les terrains, sur les arbres. Donc du coup, si on n'a pas de pratique durable, malheureusement ça peut conduire à l'épuisement de la culture, et ça aura évidemment un impact déterminant sur les communautés voilà, qui sont en train de travailler dessus. Donc évidemment, il y a des sujets de déforestation, il y a des sujets de... C'est le sujet qui se pose sur le Carité, hein, la déforestation. Exactement. Moi je me souviens que lors d'un événement, j'avais demandé à la salle qui avait déjà vu le fruit du Carité. Personne dans la salle n'était capable de me dire à quoi ça ressemblait. Donc on a aussi des enjeux d'éducation. Comment préserver justement la biodiversité si on ne connaît pas ce qu'on a autour de soi. Donc voilà, ça amène énormément de sujets. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, on a quand même de la chance d'avoir autour de nous, et d'ailleurs elle l'a dit, Feven, hein, voilà, quand une saison se termine, on ne se rend pas compte, mais autour des arbres, il y a tellement de choses autour. Et là, j'aime beaucoup l'approche de Feven, puisqu'elle est vraiment sur une approche 360. Elle est fondatrice d'une marque de cosmétiques, mais elle va au-delà de ça. Elle cherche vraiment à valoriser, évidemment, le travail des agricultrices, leur expertise, et puis surtout leur faire comprendre que la saisonnalité n'est pas un problème. Au contraire, elles peuvent aussi valoriser un certain nombre de choses, et surtout faire en sorte qu'elles aient du volume pour pouvoir aller au-delà de leurs revenus qui sont souvent... pas très important. Ouais. Moi, je trouve que l'exemple du Carité est assez intéressant. Vous l'avez vu à l'image. Maintenant, on pourra dire qu'on a tous vu ces petites noix. On appelle ça comme des noix. Hein, avec le Carité, c'est intéressant parce que c'est une filière qui est à la fois peut-être victime de son succès, mais dans le même temps, la pression démographique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des contextes aussi où parfois l'insécurité alimentaire est compliquée. Les gens ont besoin de cultiver des productions avant tout pour nourrir leur famille ou nourrir les marchés. Donc il y a de la concurrence qui se fait aussi au niveau de ces productions, avec un enjeu, celui du changement climatique aussi, hein, dans des régions où l'accès à l'eau ou la génétique pour améliorer ça n'est pas évident. Donc là, on était sur l'Éthiopie avec l'agroforesterie, donc le café qui permet aussi de dégager des revenus un petit peu différents. Alors, on remonte un petit peu la chaîne sur ces questions de durabilité avec toi, Andréane, notamment aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés à la suite du processus, à la transformation. Mais je pense que, en tout cas moi je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué, hein, le fameux scandale du Rana Plaza, c'était il y a presque 10 ans au Bangladesh. Oui, 2013, 24 avril 2013. Voilà, donc je vois que je ne suis pas le seul à avoir été marqué par cette date, hein, c'est plus d'1 millier de morts dans ces grands entrepôts, ateliers où on avait ces petites mains de la mondialisation. Donc ces produits, depuis le Carité jusqu'à la cardamone ou au clou de girofle, jusqu'aux produits qu'on va acheter dans les magasins qui nous entourent, en fait elles sont aussi finalement des formes extrêmes de la mondialisation, des formes extrêmes de ce qui se cache derrière la mondialisation, avec des entreprises comme Chanel, comme Kering, comme H&M, qui finalement ont peut-être du mal à connaître leurs fournisseurs jusqu'au bout. En fait, c'est vrai qu'avec la chute des quotas et la mondialisation, en fait, on a vu une transformation des chaînes de valeur qui se sont exportées. Et c'est vrai qu'ici en Europe, on a gardé les métiers vraiment du design et de la commercialisation, enfin le contact avec le client, mais l'amont de la chaîne s'est perdu en cours de route. Et c'est vrai que le Rana Plaza était un électrochoc, à la fois d'un point de vue législatif, mais aussi du secteur privé pour se prendre en main. Et beaucoup se sont mis en œuvre sur la mise en place d'audits sociaux, par exemple. Et tout ça, évidemment, depuis 10 ans, s'accélère. Et là, on le voit encore aujourd'hui, avec la loi AGEC, avec la loi Climat Résilience. On remet... à expliquer un peu ce que c'est ces lois. Oui, excuse-moi. Donc, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, votée en 2020, adoptée en 2022, en fait, qui... porte sur différents sujets, mais notamment l'affichage environnemental, une meilleure communication vers le client final. Et c'était revu encore par la loi Climat et Résilience pour afficher les pays de transformation du produit. Et donc, parce que notre référentiel du Made in aujourd'hui, en fait, c'est que la partie assemblage, finalement. Donc, on n'a pas, justement, on voyait les pays sur la filière coton avec l'Inde et la Chine. En fait, là, c'est vraiment sur la production de la matière première. Et donc, si on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, le rang 1, c'est l'assemblage. Le rang 2,
c'est le tissu. Le rang 3, c'est la transformation de la fibre. Et le rang 4, c'est vraiment la production de la fibre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les marques ont une visibilité sur le rang 1 et le rang 2 habituellement. Donc, la production du vêtement, les matières, on achète les tissus et ensuite on les fournit à notre producteur. Mais la filature et la production de la matière première, alors très peu ont une visibilité totale. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de solutions innovantes de traçabilité. Alors, il y a la blockchain qui est venue, mais il y a encore il y a d'autres solutions. Notamment, je pense à une solution qui s'appelle Oritain, qui est basée sur la science isotope, donc qui est aujourd'hui approuvée d'un point de vue douanière aux États-Unis, enfin, qui permet de vraiment identifier que la laine vient de telle ferme en Nouvelle-Zélande. Après étude, en fait, c'est la science isotope, c'est l'ADN du produit. Donc, alors, c'est des tests qui coûtent très cher aujourd'hui, mais qui permettent d'aller vraiment au-delà d'une déclaration. En fait, aujourd'hui, et il fallait passer comme ça. Les entreprises ont dû passer par un mode déclaratif pour remonter la chaîne de valeur. Donc, on demande au fournisseur, qui demande à son fournisseur, qui demande à son fournisseur. Mais malheureusement, il y a des failles, c'est pas suffisant. Et donc, voilà. Donc, des solutions innovantes telles que celle-ci, mais il y en a plusieurs autres, se déploient aujourd'hui. Et ça, c'est sur l'amont. Et j'ai envie de dire que l'impact sur l'aval, parce qu'on parlait du Rana Plaza, pour moi, le prochain scandale de notre décennie, c'est la partie aval, c'est le déchet textile. J'étais encore au Ghana récemment. On a un partenariat avec la Fondation Or, qui est une fondation qui œuvre autour du marché de Cantamento, qui est le plus gros marché de seconde main au monde. Donc, 30 000 personnes qui travaillent dans le marché. Le Ghana, il faut avoir en tête, ils reçoivent 15 millions de déchets textiles, 15 millions de vêtements par semaine. 15 millions par semaine. Oui. Voilà, donc la beauté, c'est toute l'économie circulaire qui est mise en œuvre dans le marché de Cantamento parce qu'on remanufacture, on retransforme ces vêtements. Donc, il y a une production de 25 millions par mois. Donc, c'est extraordinaire, mais malheureusement, sur les 15 millions, on estime à 40% qui va directement en décharge à chaque semaine. Donc, d'un point de vue impact environnemental et social. On parlait du social aussi avec le Rana Plaza et les audits sociaux. Le plus bas métier du marché, c'est caillailler, donc c'est celle qui porte. Et donc toute la logistique de ces vêtements qui arrivent est portée par des femmes, des jeunes femmes, qui évidemment, d'un point de vue morphologique, a des conséquences permanentes sur le corps, antéversion du bassin. Après 8 semaines de portée, parce que là c'est des ballots de 50 kilos qui arrivent. Après 8 semaines de portée, c'est conséquences permanentes sur le corps. Donc, ces jeunes filles. Donc, voilà. Donc, tout ce sujet d'impact, en fait, est à 360. Je disais à 360, c'est depuis le début sur la situation des agriculteurs, des éleveurs, parce qu'on parle de la fibre naturelle, mais c'est aussi les éleveurs de moutons. On a la laine quand même, qui est une fibre extraordinaire, qui devrait être exploitée beaucoup plus, qui représente un faible pourcentage aujourd'hui en termes d'utilisation. Et jusqu'à la fin de vie, où on se rend compte que, on consomme beaucoup trop, on produit beaucoup trop, et que tous ces déchets doivent être gérés aussi. Mais ce que tu mentionnes est quand même très important, donc la loi AGEC, la loi Climat et Résilience, les réglementations européennes, notamment sur la lutte contre la déforestation importée. On pourrait peut-être imaginer que demain, des producteurs de cuir viendraient dire « Mince, la vache qui a fait mon cuir a été nourrie avec du soja qui a déforesté. » Et donc derrière, après ça pose plein de questions en termes de traçabilité, d'outils de mesure d'impact. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui quand on voit en effet les directives européennes sur justement ce devoir de vigilance. Vous avez aussi maintenant, en tout cas dans le secteur de la beauté, une prise de conscience réelle, surtout parce que c'est porté... Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui adressent un certain nombre de consommateurs mettent aussi en avant une communication impactante. Ils racontent aussi leur histoire, ils racontent leur relation avec l'agriculteur, etc. Donc beaucoup de marques aujourd'hui se disent, nous aussi, on va devoir aussi faire un vrai travail sur cette traçabilité. Et donc vous avez peut-être entendu parler de cette initiative lancée par Chanel qui s'appelle Trace, qui a été lancée en septembre 2023 avec la FEBA, qui est la Fédération des entreprises de la beauté, qui est justement, ils se sont rendus compte que ils avaient, comme tu disais, une connaissance, on va dire, du premier, deuxième maillon.
Et voilà. Et l'aval, comme tu dis, c'est vraiment le plus important. Et là, aujourd'hui, très peu ont un vrai regard. Et évidemment, ils ne peuvent pas contrôler les agissements des fournisseurs. Et ça, c'est ce que vous faites aussi. Exactement, on essaie aussi de donner un coup de projecteur voilà, de cette filière aussi, des filières qu'on met en avant. Typiquement, on a mis en avant l'ilang-ilang, la vanille de Madagascar et des Comores. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, avec ce storytelling que moi je préfère appeler story doing, voilà, on essaie de faire émerger un récit qui permettra demain d'avoir plus de traction sur ce genre de sujet, d'être plus on va dire, vigilant aussi sur ces thématiques. Et peut-être demain, voilà, comme tu disais, avoir un impact voilà, un peu moins conséquent. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Et c'est une vraie tendance, moi je le sens de plus en plus sur ces nouveaux narratifs de l'amont. En fait, d'un point de vue législatif, donc on doit tracer, mais c'est des investissements qui sont colossaux. Exactement. Donc comment on rentabilise ça aussi? Et finalement, c'est très inspirant, c'est magnifique. Enfin, il y a de très belles images. Donc ces nouveaux narratifs de l'amont, c'est en montée en puissance, selon moi. On va en parler juste après, mais je voudrais quand même faire réagir Sébastien sur ce que tu as dit à Weya, notamment derrière ces récits, il y a quand même une question, c'est la valeur économique. C'est-à-dire qu'on est devant des situations où les gens ne captent pas la valeur. Dans les pays du Sud, on le voit bien, cette valeur ajoutée, elle échappe aux agricultrices qui font de l'argan, aux coopératives de femmes ou aux carités. Après, on a des gens comme Feven qui s'engagent pour faire un partage de la valeur ajoutée qui soit plus important. Finalement, ça doit résonner de manière assez forte, Sébastien, avec ce que toi tu vis dans le cadre de ton métier et avec Oliflora, puisque la question de la création de valeur économique, elle est très importante. Si tu as fait le choix d'aller sur ces productions, c'est aussi pour diversifier tes sources de revenus? Oui, exactement. Alors, la valeur, on la sait, elle se crée pas à la production, elle se crée à la commercialisation et à la vente aux clients finaux. Et c'est pour ça que j'ai créé la marque Oliflora pour aller jusqu'aux clients. Alors ça avait deux buts. Le premier étant d'être en contact avec les clients, de pouvoir échanger. Ça a une valeur très nourrissante, très intéressante. Ça m'a permis d'ailleurs d'évoluer, de créer une gamme de produits autour de mon huile essentielle. Et deuxièmement, la partie économique qui motive aussi le fait d'aller jusqu'à la commercialisation finale. Parce qu'on annule tous les maillons de la chaîne qui sont entre les intermédiaires, tous les intermédiaires qui sont entre le producteur et le client. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut arriver à maîtriser. Ça demande beaucoup d'autres compétences que Sébastien, il fait 15 métiers dans sa vie en une journée. C'est incroyable. C'est pas 15, mais voilà, il y a beaucoup d'autres... Ça demande beaucoup d'autres ce que tu décris quand même, on a, ces derniers mois, on a une actualité forte en France et en Europe sur la question de la rémunération, du partage de la valeur des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce métier de Oliflora, de producteur d'huile essentielle, te permet de dégager des revenus suffisants ou alors est-ce que c'est pour l'instant encore trop jeune? Alors pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune pour dégager des revenus et pourquoi pas dans le futur. C'est l'objectif en tout cas, c'est pour ça que j'ai développé une gamme de cosmétiques, parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas utiliser les huiles essentielles. Donc avec un laboratoire proche de chez moi, j'ai développé une gamme de cosmétiques complète, avec mon huile essentielle à l'intérieur, pour créer des produits qui soient prêts à l'emploi, et que personne n'ait de crainte de les utiliser, de faire une mauvaise manipulation. Donc ça reste des produits qui sont dans la même philosophie, qui restent dans ma philosophie, des produits naturels, des produits bio, et surtout des produits de bonne qualité avec une grosse quantité d'huile essentielle à l'intérieur, ce qui apporte vraiment l'efficacité à l'utilisation. Bon, avant de passer à la partie 3 de l'émission, parce que le temps file, j'aimerais quand même que tu reviennes sur un point qui me semble important, c'est aussi le fait que c'est un marché, aujourd'hui, l'huile essentielle, qui peut être aussi très volatile. Comment est-ce que tu gères, en plus d'investir dans des partenariats avec des entreprises pour transformer, faire des crèmes, des baumes, on les voit ici, comment tu gères cette volatilité ? Alors ça se gère au cas par cas, à la négociation client. Je vends une partie de ma production en direct à des laboratoires et la négociation s'effectue à chaque action, à chaque vente. Le marché des huiles essentielles est très volatile, c'est vrai, ça varie parce que c'est un marché planétaire. Il y a beaucoup d'acteurs en France qui sont des très grosses entreprises qui sont implantées à travers le monde.
Donc ils vont utiliser et traiter les produits dont on a parlé tout à l'heure, l'ylang-ylang, toutes les autres huiles essentielles. Et ça crée un marché global. Du coup, il faut arriver à s'insérer dans ce marché-là. Donc on peut arriver à se démarquer en faisant de la qualité, en faisant du bio. Et ça permet d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux huiles communes, entre guillemets. Ouais, et puis, si je me souviens bien, l'avantage entre le raisin de table et l'immortel, c'est que ça se stocke. On peut avoir un stock roulant important. Exactement, l'huile essentielle a la faculté de se stocker plusieurs années dans de bonnes conditions. Le raisin se stocke quelques semaines tout au plus. Il faut vite le consommer. Voilà. On a vu donc qu'on est devant des filières qui font face à des enjeux très importants en termes de durabilité, d'adaptation aussi au changement climatique, de partage de la valeur ajoutée. Aouya, tu as mentionné ça de manière très précise. Finalement, on est aussi dans un moment où on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? C'est l'objet de la partie 3 de cette émission. Quelle stratégie d'acteurs on met en œuvre? Quelle politique? Quelle stratégie aussi d'acteurs privés? Quels engagements des consommateurs aussi? Peut-être qu'on pourra en parler quand même, puisque après tout, on vend un produit. Et pour introduire cette troisième partie, je propose qu'on remonte la filière de nos vêtements, du moins en coton, jusqu'aux producteurs avec Entrepreneurs du Monde, qui a structuré une filière durable au Vietnam, une filière de coton, grâce notamment à des outils de financement. On les écoute. H&M est une institution de microfinance sociale créée et incubée par Entrepreneurs du Monde. Elle offre aux femmes vulnérables de la région de Dien Bien du crédit sans aucune forme de garantie, une épargne sécurisée et rémunérée, de la formation et de l'appui conseil agricole. Cette méthodologie de microfinance unique et innovante, développée par Entrepreneurs du Monde dans plus de 13 pays, soutient les activités des plus vulnérables pour leur permettre de sortir de la pauvreté. Depuis toujours, les ethnies Thaï et Hmong de cette zone réalisent des tissages. Afin de mieux valoriser cette production et sécuriser la vente, H&M a accompagné les femmes à mettre en place un partenariat avec l'entreprise sociale Trendetix. Pour mieux répondre à la demande des consommateurs, Trendetix souhaitait promouvoir l'utilisation d'un coton responsable et produit localement. H&M, en accompagnant ces femmes avec du crédit, de l'épargne et du conseil agricole, leur a permis de cultiver et de produire du coton 100% biologique. Donc là, on est dans un des champs de coton du projet avec Trendetix et H&M. Donc les femmes qui sont menées à produire leur propre coton organique, donc biologique, pour répondre à la demande de Trendetix qui voulait avoir du coton biologique. Les femmes sont très contentes. Et là, on peut voir une productrice qui est accompagnée aussi par notre conseillère agricole. Et donc, du coup, c'est ces services d'H&M qui s'imbriquent parfaitement avec les besoins d'un acheteur comme Trendetix, ce qui permet de commencer à créer une filière réellement responsable et qui impacte directement les plus vulnérables en leur permettant d'avoir des débouchés sûrs, des revenus et même d'innover avec certaines techniques. Entrepreneurs du Monde, avec H&M, montre que la microfinance sociale aide les petits agriculteurs et agricultrices à évoluer vers des pratiques agroécologiques et à contribuer à la création de filières durables et socialement impactantes. Alors on a ici avec cet exemple, je trouve un vrai cas qui illustre la question de la traçabilité, de l'accès à l'information avec Entrepreneurs du Monde. On les remercie pour cette vidéo. Aouya, je voudrais te faire réagir un petit peu parce que toi, grâce à The Colors et Afrobytes, tu es en contact avec des dizaines d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à travers le monde et en particulier en Afrique. Cette demande de transparence, de redevabilité, comment est-ce qu'elle est accueillie par les producteurs et les productrices que tu fréquentes? Une super opportunité. Opportunité économique. Évidemment, opportunité économique, opportunité aussi de pouvoir montrer leur expertise, leur savoir-faire, parce que moi je trouve que cette croissance de la demande d'ingrédients naturels est une chance pour tout le monde, pas seulement pour les agriculteurs et les cultivateurs, hein. Je pense pour l'industrie aussi, et je pense que ça vaudrait le coup, en effet, parce que on en parlait, comment faire mieux, comment essayer d'avancer, tout simplement en se rencontrant. On parle beaucoup justement de ces entreprises qui veulent en savoir plus sur leur réseau d'approvisionnement, etc., etc. Je pense que ça ne devrait pas seulement être réservé aux directeurs d'achat et aux directeurs de l'approvisionnement. Je pense que toute l'entreprise devrait connaître, mais en tout cas savoir ce qui se passe pour justement créer un peu plus d'engagement et puis surtout créer plus de relations, avec justement ce premier maillon qui est évidemment important dans
Après, toute la difficulté, j'imagine, c'est de le faire sur des filières qui, bon, on l'imagine bien sur le cacao, sur le café, sur la vanille, qui sont des filières à haute valeur ajoutée. Sur d'autres où la valeur ajoutée est un peu moins importante, ça veut dire mettre de l'investissement. Mettre de l'investissement, mettre en place des infrastructures. Alors après, c'est vrai que là, rentrent en jeu les gouvernements. Moi, je trouve que c'est pas du tout un sujet photogénique dont on parle. C'est un vrai sujet économique, c'est une discussion qui a du sens. Nous, on a vu par exemple dernièrement un pays comme le Maroc qui souhaite vraiment se positionner comme un pays moteur sur ces sujets-là. Donc, ils mettent en place des laboratoires, des centres de recherche, voilà, pour devenir aussi un hub pour ces entrepreneurs du continent africain et aussi des agriculteurs qui veulent faire avancer ces sujets-là, qui veulent produire, qui veulent aussi capter la valeur de ce qu'ils produisent, parce qu'aujourd'hui, on ne transforme pas sur le continent africain, donc celui qui capte la valeur, c'est celui qui importe. Donc voilà, donc il y a un momentum, je trouve. Il y a un vrai momentum, et je pense que c'est un momentum qui peut profiter à tout le monde. Et ça, c'est important de se le dire. Après, on est dans des contextes extrêmement différents. On a dit qu'il y a pas de la concurrence, mais il y a un enjeu de priorisation entre la sécurité alimentaire et ces filières qui sont extra sécurité alimentaire, je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça. Dans des contextes où on le montre bien avec l'Observatoire de Farm, les finances publiques sont assez réduites. Donc l'accompagnement, les politiques de soutien par exemple, c'est forcément compliqué. Par contre, ça peut venir aussi du secteur privé. On parlait donc de traçabilité. Et là, je me tourne vers toi, Andréane, pour essayer de comprendre aussi quels sont les moyens qu'on a de mesurer cet impact ou de rechercher cette traçabilité. Est-ce que tu as peut-être des exemples d'entreprises qui investissent alors j'imagine que ça coûte beaucoup d'argent et tout le monde ne peut pas se le permettre. Non, mais déjà d'un point de vue législatif, ça évolue. Donc les entreprises doivent mettre en œuvre une traçabilité. Donc ça, c'est en cours. Après, il y a des entreprises pionnières là, sur le plan environnemental. Je pense à Puma et ensuite Kering avec le Environmental Profit and Loss, donc le EPNL, qui était mis en open source dès sa mise en place. C'était assez pionnier de partager l'ensemble de ces données environnementales. Donc ça veut dire qu'une marque comme Puma ou Kering qui faisait partie du groupe Kering à l'époque, en fait. Et c'est comme ça que Kering a mis en place ce mode de mesure d'impact environnemental pour l'ensemble du groupe. Donc c'est les codes d'un compte des résultats, d'un outil financier, d'une comptabilité financière. On est vraiment sur ces codes et c'est assez intéressant puisque finalement le capital financier, on le mesure dans toute entreprise, mais finalement on a substitué du capital nature pour générer du capital financier depuis des années. Maintenant on sait que c'est pas infini qu'on a, donc on doit le mesurer. Et donc ce IPNL, c'était super intéressant, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, et c'est complètement en accès libre. Et ça a inspiré d'autres acteurs. Déjà, donc, d'autres acteurs de la filière ont mis en place cet outil de mesure, donc qui mesure à la fois les émissions de gaz à effet de serre, la consommation en eau, la pollution de l'eau, gestion des déchets, la pollution de l'air, sur l'ensemble de la filière et maintenant sur l'aval aussi, le post-achat, dans le cas de Kering. Et donc, tout ça a inspiré d'autres acteurs de mettre en place ces outils de mesure. Et là, je pense à Chloé, avec qui j'ai travaillé en partenariat pendant 3 ans sur le sujet. Chloé a développé la maison Chloé, donc faisant partie du groupe Richemont, un autre groupe de luxe. Alors, la maison Chloé, donc fondée en... alors j'ai un petit doute sur la date de... Je pense que c'était dans les années 50 mais, ou après la Seconde Guerre 1952, mondiale. je pense, par Gabriel Aguillon, donc avec des valeurs très fortes autour de la femme, déjà à l'époque avec l'investissement de Gabriel. Et donc, il y a 1 an, on a publié donc avec la maison Chloé, la maison Chloé, voilà, le Social Profit and Loss. Donc, c'est vraiment dans le même esprit de ce qui avait été développé par Puma et Kering à l'époque sur le plan environnemental, mais sur le plan social. D'accord. Donc, de la même façon, on va venir évaluer des indicateurs sur l'ensemble de la filière, donc dans l'objectif de remonter jusqu'au tiers 4, jusqu'à ce qu'on définissait tout à l'heure sur la chaîne de valeur. Mais là, cette fois-ci, sur le plan de la diversité et de l'inclusion, sur le salaire minimum pour vivre et non le salaire légal. Donc, je fais la vraie distinction parce que dans... Living wage, voilà, par rapport au legal wage. Donc, c'est un vrai sujet parce que dans
beaucoup de pays producteurs, notamment de la matière première, mais aussi de la transformation et des produits de l'industrie. Enfin, le salaire pour bien vivre au sein d'un foyer est pas tout à fait, enfin, il y a un écart énorme avec le salaire légal, le salaire minimum légal. Donc, on va regarder ça. On va regarder aussi le niveau de formation au sein de la filière. Donc, c'est vraiment la mesure de l'impact positif social au-delà de ce que les audits sociaux vont gérer. Donc, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure sur Anapaza, il y a des audits sociaux qui se sont mis en œuvre. Donc là, on va regarder sur le plan légal et santé-sécurité. Et là, la maison Chloé, et tout ça d'ailleurs est en accès libre. Hein. Vous allez sur le site web de Chloé. Alors, c'est une volonté de partager pour l'industrie et d'avoir des standards. Donc, tous ces indicateurs et ce mode de calcul, même jusqu'au code pour le mettre en œuvre dans votre entreprise est disponible. Et donc, évidemment, l'enjeu de ça, c'est la collecte de données. Au niveau, tu parlais d'investissement, de technologie, ben c'est aussi l'accompagnement de la mise en œuvre de gestion de données sur l'ensemble de la filière. C'est vrai que sur d'autres projets de traçabilité, on a travaillé jusqu'à l'éleveur de moutons. Ben, il n'y avait pas nécessairement de smartphone pour envoyer les données, donc ça se faisait par ancien téléphone où on envoyait un numéro de PO et donc d'ordre de production, de suivi du lot, du ballot de laine pour la prochaine étape. Donc, tout ça s'accompagne. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de gestion des données, mais c'est possible. Et il y a des outils mis à disposition qui permettent aux plus petites entreprises, en tout cas, de s'en inspirer aussi. Oui, parce que c'est toujours un peu le problème, c'est la mise à l'échelle. Ce que tu dis me fait beaucoup penser à l'épisode 5 de Transition. On avait parlé banane, café, cacao, avec aussi des vrais enjeux autour du living wage et de la manière dont on pouvait tracer la banane depuis la production en Amérique centrale ou en Afrique de l'Ouest jusque dans les rayons de Lidl. Alors justement, je voudrais te faire rebondir là-dessus, Sébastien, parce que toi, dans ton cas, tu es engagé sur une certification, donc agriculture biologique, avec des outils de traçabilité. Est-ce que les outils dont tu disposes sont suffisants pour informer? Moi, je comprends bien que c'est quand même un vrai enjeu de temps aussi pour toi de pouvoir faire tous ces métiers. Mais est-ce que les outils dont tu disposes aujourd'hui te permettent de facilement raconter, être transparent avec les acheteurs, qu'ils soient grossistes ou les consommateurs? Alors le gros avantage que j'ai, c'est que je maîtrise toute la chaîne de production, de la plante jusqu'au produit fini. Donc ça me permet de vraiment connaître exactement l'huile essentielle contenue dans ces produits finis. Je sais exactement où est-ce qu'elle a poussé, à quelle année, à quelle période je l'ai récoltée. Donc j'ai un avantage particulier par rapport à d'autres styles de production où ça passe par plusieurs tiers. Donc oui, ça me permet d'avoir une traçabilité très précise de ma production. Et aujourd'hui, en termes de collectif, est-ce qu'il existe des choses, des organisations, d'acteurs je sais pas, moi j'ai les références d'interprofession par exemple. Est-ce que les huiles essentielles, ça se structure, ça commence à se structurer un petit peu en France par exemple? Alors oui, il y a des interprofessions dans l'huile essentielle. C'est suivi par plusieurs interprofessions. Il y a le RICH, il y a une autre dont j'ai oublié le nom. D'accord. Mais voilà, donc c'est très, très, très structuré. Il y a des grosses entreprises comme, je ne sais pas si on peut les citer, mais Givaudan, Simrise, IFF. T'en cites deux, c'est bon. C'est des très grosses entreprises qui ont, pas un monopole, mais un quasi-monopole sur les huiles essentielles à l'échelle planétaire. Donc qui ont des process de fabrication très précis. D'accord. Cette question, Aouya, tu as commencé à l'aborder, c'est est-ce que les États, les politiques publiques se rendent compte un peu de cette richesse quand tu as parlé du Maroc, mais tu as parlé d'autres pays aussi où justement on n'en était pas encore là en fait, où il n'y avait pas les dispositifs, les accompagnements. Alors, je ne sais pas si dans le cas de la France c'est pareil ou dans les pays que tu connais, Aouya. C'est vrai que pour beaucoup c'est pas la priorité évidemment, et puis l'agriculture n'a jamais vraiment été une priorité pour beaucoup d'États, surtout en ce moment, dans le contexte géopolitique. Mais je pense que ça marchera avec tout simplement par l'exemple, en ayant un pays moteur qui montre que ça fonctionne. Là, les choses se mettront en place, je pense vraiment. Et puis, ça peut être aussi un puissant vecteur de coopération sud-nord. Tout à fait. C'est de créer justement un cercle vertueux où tout le monde puisse profiter de cette dynamique.
Avant de conclure, j'ai une dernière question qui, j'en suis sûr, brûle tous celles et ceux qui nous regardent. C'est sur la question des alternatives. On parle des steaks végétales, on ne peut plus dire steak végétal maintenant d'ailleurs. Est-ce que les matières biosourcées vont disparaître? Est-ce qu'on va créer, grâce en laboratoire par exemple, je m'adresse à toi Andréane parce que c'est ce que tu connais peut-être le mieux, enfin, en tout cas d'entre nous. Est-ce qu'on imaginera demain des cuirs synthétiques? On a déjà les coproduits de l'ananas pour faire des chaussures ou des choses comme ça. Voilà, il y a plusieurs alternatives. Après, moi je pense que la nécessité est de la diversification. En fait, ces alternatives peuvent apporter de nouvelles réponses. Effectivement, il y a une tendance sur tout ce qui est déchets organiques, en fait, réinjectés pour en faire de nouvelles matières. Mais il y a aussi le mycélium, donc les racines de champignons. Enfin, il y a beaucoup d'innovations sur les matériaux. Je pense que c'est très intéressant pour les suivre. Après, il faut regarder l'impact parce que ce n'est pas tous qui sont vraiment à faible impact environnemental. Certaines de ces alternatives, en fait, finalement, sont sur base pétrochimique, donc finalement on utilise nos ressources. En revanche, je veux dire qu'il n'y aura plus de fibres naturelles, j'espère pas. Pour moi, c'est une diversification. C'est provocateur. Ouais, je sais. Mais c'est une diversification. Je pense que tu parlais de sortir de cette monoculture. Je pense que c'est une vraie réponse, c'est-à-dire et c'est pourquoi l'agriculture régénérative est aussi très intéressante. Donc je pense qu'il y a à la fois d'avoir un regard nouveau et une transformation sur l'amont avec de nouvelles façons de cultiver ces fibres naturelles et ces fibres animales aussi, la façon dont on élève les bovins, les moutons. Enfin, je pense que tout cet esprit d'agriculture régénérative est très forte. Et puis les alternatives plus innovantes. Je parlais du mycélium, mais il y a aussi d'autres startups en fait qui se créent. Alors il y a un momentum. En plus, je pense que c'est très intéressant pour les marques. Après, il faut aussi mettre à l'échelle. Aujourd'hui, c'est encore souvent très petit, enfin la production est sur une grande échelle n'est pas encore disponible, ça coûte très cher. Donc voilà, je pense qu'il faut accompagner, c'est vraiment une part de la réponse de la transformation, c'est l'innovation, mais je pense qu'il y a aussi de transformer nos modes de fonctionnement et la communication nord-sud dans tout ça est importante aussi. Ces marques de se rapprocher du très amont est très important parce que la transition sur l'agriculture régénérative, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est long et ça, il faut l'accompagner. C'est long, ça mérite de l'accompagnement, des soutiens publics, l'engagement du secteur privé et financier. En tout cas, c'était un message très important pour nous de bien rappeler la dimension nord-sud et sud-nord de ces enjeux. Et donc, ça me permet de vous emmener jusqu'à la conclusion de cette émission. On arrive donc à la fin de l'épisode 6. Et comme à l'accoutumée, je vous laisse passer vos robes d'avocat et d'avocate pour votre fameuse plaidoirie. Vous croyez dans ces filières, vous avez envie qu'elles se développent, vous les voulez aussi plus justes pour les écosystèmes et les producteurs. Demain, vous avez une baguette magique pour les transformer. Qu'est-ce que vous faites en premier? 30 secondes ou même moins. Sébastien, qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique pour développer cette filière qui t'est chère? Il est important que les consommateurs soient au courant que la qualité la qualité des produits cosmétiques est dépendante de leurs ingrédients. Et les ingrédients sont souvent issus de l'agriculture. Et pour qu'ils soient de bonne qualité, il faut qu'ils aient été cultivés dans de bonnes conditions. Et voilà, donc il faut aussi dire qu'ils soient cultivés dans le respect de la nature et de l'environnement. Ça a aussi un impact. Il n'y a pas que la nourriture qui a un impact sur l'environnement, il y a également l'habillement et les cosmétiques. Bien sûr, on aurait pu parler de l'huile de palme, on aurait pu parler de plein de choses, ce n'est pas les sujets qui manquent. Mais merci pour cette plaidoirie et d'avoir insisté sur la question du consommateur qui est consomme-acteur souvent. Aweya? Alors, moi j'aimerais réagir sur une discussion qu'on a eue justement avant l'émission. Tu parlais tout à l'heure des enfants, le fait que vous sensibilisiez les enfants, etc. Donc je pense qu'il faut susciter beaucoup plus de vocations parce que l'agriculture, je trouve que c'est un sujet qui englobe énormément de choses, ingrédients, durabilité, innovation. Donc je pense avec des nouveaux leaders, on va dire un leadership justement porté par des personnes comme toi. Je trouve qu'il y a vraiment, comme tu disais tout à l'heure,
ça ne disparaîtra pas. Au contraire, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se créer par rapport à ça. Évidemment, si j'avais une baguette, justice, plus d'équité hein, dans la chaîne des valeurs. Mais surtout peut-être, si je devais changer quelque chose, ou en tout cas avoir un impact sur quelque chose, c'est peut-être plus de femmes dans le négoce. Ah, très bien. Voilà. En général, c'est moi qui l'ai dit celle-ci, Ah, mais pardon. très bien. Je te laisse conclure avec ta plaidoirie. Oui, pour moi, la part de la responsabilité, c'est, je dis souvent à mes étudiants, mais à l'écosystème, un tiers de la responsabilité. Un tiers, c'est sur le plan législatif, enfin, que ce soit au niveau national, européen, international, soyons fous, il nous faut un cadre. En fait, je pense qu'il faut des lois, il faut un référentiel, il faut des standards. Donc, un tiers de la responsabilité, c'est le secteur privé. Les marques, les industriels doivent se prendre en main pour faire autrement, transformer leur chaîne de valeur, se rapprocher des agriculteurs, travailler autrement, avoir de la visibilité, s'impliquer sur le plan social. Donc, il y a vraiment une transformation, puis ça passe aussi par une intelligence collective. Je pense qu'au sein du secteur privé, il y a plusieurs méta-organisations qui se mettent en œuvre, et ça, c'est important de le faire ensemble parce qu'un acteur seul, peut être difficile d'un point de vue volume, d'un point de vue taille, et pour attaquer une filière complète, enfin, c'est énorme. Et le troisième tiers, je le disais, c'est le citoyen. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, on est tous concernés, on fait tous des choix. Alors là, dans le vêtement, il n'y a personne tout nu ici. On s'habille, comment on s'habille, quelle matière on veut porter. Quelles questions on pose, comment ça a été fait, par qui, ça vient d'où, et ça, on a tous notre responsabilité et on doit avancer en parallèle. Merci, merci Andréane, on a fini la boucle. Merci à nos 3 invités de grande qualité aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Puis surtout, un grand merci à Stéphane Possidalo pour son soutien et son engagement sur cette émission. Rendez-vous très prochainement, en juin, pour notre épisode 7 de Transition. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de la Fondation Farm pour suivre toutes nos actualités. À très bientôt.